Bienvenue sur French Expat, le podcast. Le podcast des voyageurs expatriés francophones du bout du monde. Bonjour à toutes et à tous, surprise, nous revoilà en plein été, alors que vous avez promis de savourer nos vacances, notre break d'été dont nous avions tant rêvé. Oui, mais c'était sans compter sur vous. Vous nous portez tellement, vos retours ont été tellement chaleureux sur le dernier épisode, et puis il faut l'avouer, on a pris tellement de plaisir à enregistrer cet épisode à 4 voix, que nous ne pouvions résister à l'envie de rempiler avant la rentrée. Car oui, moi c'est Anne Fleur, mais je ne suis pas seule derrière le micro. Ce soir, bienvenue à mes acolytes de podcast, la Dream Team de French Expat, le podcast, j'ai nommé Manon et Caroline. Malheureusement, Charlotte n'est pas disponible ce soir, mais Charlotte, si tu nous écoutes, enfin t'as plutôt intérêt à nous écouter, tu nous manques et on te dédie cet épisode. Bref, en tout cas, bienvenue les filles. Salut, ça va et toi? Bah moi ça va super. Coucou, bah moi ça va bien aussi, écoute, tout va bien par ici. Super, déjà, comment ça se passe la canicule en Californie? Bah 19 aujourd'hui, écoute. Vous êtes assez régulier quand même, hein. Ouais, non, un petit 19, du coup j'ai pas trop chaud, ça va, écoute. Bon, bah très bien. Si moi je suis au bout de ma vie, il fait trop chaud. Et justement, donc effectivement, dans notre dernier épisode, l'épisode 52 de la saison 1, nous avions donc fait autre chose qu'un point météo, mais devait commencer par ça. Ça fait un mois déjà qu'il est sorti. Comment ça s'est passé? Ça va les filles, ce petit break, ça vous fait du bien? Bah oui, écoute. Ouais, carrément. Ça fait du bien, mais en même temps, ça manque aussi. Donc, c'est un peu bizarre. Ça libère du temps, beaucoup de temps, mais en même temps, ça manque. Ouais, c'est clair, on papote un peu moins. T'es timide, mais tu peux le dire qu'on te manque, hein? Ah oui, vous me manquez. Nos appels du lundi me manquent. Bah voilà. Moi aussi. Ah, moi aussi. Moi aussi, toute la partie papotage météo surtout. Ouais, j'ai bien compris que la météo, c'était un truc qui te tenait quand même, hein. Mais même pas, c'est ça le pire, même pas. Je voulais vous dire, les filles, je sais pas si vous le savez, je crois pas que je vous l'ai dit, mais le dernier épisode, donc toutes les 4 avec Charlotte, a reçu la meilleure écoute du premier jour de toute la saison. Et pourtant, alors, je me souviens, je sais pas si vous vous souvenez de l'épisode de Cécile, Nisila, qui avait tout défoncé, toutes nos statistiques. Et ben, cet épisode a été meilleur en premier jour. Et franchement, moi perso, je m'attendais pas à un tel accueil. Vous vous attendiez à un truc pareil, vous? Non, du tout. Parce que c'était sympa, quoi. Je veux dire, c'était vraiment à la cool qu'on a enregistré, donc ça nous a fait bien plaisir. Ouais, puis en plus, moi, je m'y attendais vraiment pas dans le sens où, bah, tu vois, un épisode hors série comme ça, c'est plus du bonus. Je pensais que les auditeurs étaient plus intéressés par avoir des histoires d'expatriés que de nous entendre raconter nos vies, quoi. Raconter des conneries. Non, mais c'était du chit-chat, mais c'était, enfin, moi, je me suis tellement éclatée à le faire que je me suis dit que ce serait marrant à écouter, mais à ce point-là, je m'attendais pas. Ouais, ça fait plaisir, en tout cas. C'est clair. Et donc, effectivement, on s'était dit, bah, on va pouvoir se la couler douce cet été, faire un vrai break pour revenir fraîche et reposée en septembre, n'est-ce pas? Mais c'était donc sans compter sur, bah, nous, en fait, donc pour sur proposer toi. un petit d'air. Oui, bon, d'accord. C'était Okay. sans compter sur Anne Fleur. Ne vous laisse jamais tranquille. Je sais, je suis désolée. Mais je me suis dit qu'on pourrait essayer de penser à un petit hors-série marrant sur le thème du voyage. Je me disais que voilà, on est confiné, alors plus ou moins strictement en fonction des endroits du monde, mais c'est quand même pas un été qui est très propice au voyage et que du coup, bah, ce serait peut-être sympa en fait d'en rigoler et voilà, d'en faire un petit épisode. Sympa, je me répète. Du coup, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait vous partager quelques anecdotes, nos pires galères de voyage, ainsi que quelques anecdotes d'auditeurs qui ont répondu à un appel à témoins sur Instagram ce week-end. Alors, je vous préviens, vous allez rire, vous allez aussi relativiser l'idée de ne pas pouvoir quitter votre salon ces derniers temps. Et puis, on espère qu'on va pas vous faire pleurer. Enfin, je dis ça, mais en même temps, je sais pas, hein, parce que je sais pas ce que chacune d'entre nous a préparé. Peut-être qu'il y aura des histoires qui vont nous faire pleurer. On verra. Dramatique. C'est ça, exactement. Je propose de commencer dans l'ordre inverse de l'alphabet. Donc Manon, c'est à toi. Est-ce que tu peux nous faire un peu rêver? On a le choix entre quoi et quoi? Alors, je vous donne mes 3 propositions. Donc, la première, c'est Universal Studios, Carte bleue bloquée et Mafia coréenne. Mafia coréenne. La deuxième, c'est Yellowstone, Tempête de neige et Casino de réserve indienne. Et en dernier, c'est Visa. C'est un peu, peut-être qu'on va pleurer. Non, je rigole. Visa, licenciement et clavicule cassée. Oh merde. Moi, je vote pour la mafia coréenne, hein, perso. La mafia coréenne m'intrigue bien, mais j'aime bien l'escalade, tu vois, dans les 3 thèmes. Oui, c'est clair, c'est pire en pire. Mais je vote pour la mafia coréenne parce que ça m'intrigue un truc de fou.
Non, mais c'est de l'exagération, la mafia coréenne, mais c'est quelque chose qu'on s'est dit entre copines, vous comprendrez. Donc, voilà, c'était pas vraiment la mafia coréenne, hein. Enfin, on ne saura jamais. Ah bah attends, mais du coup, ne nous en dis pas sans nous raconter l'histoire. Vas-y, raconte. Alors, donc c'était en 2014. Petit road trip à travers les États-Unis. Donc c'était pour rappel quand je faisais mes études en Oklahoma. Et du coup, avec un groupe d'amis, on décide de faire pour le winter break un grand road trip. Donc on faisait quelques jours à San Francisco, ensuite quelques jours à LA. Et puis après, le groupe se séparait. Enfin, on faisait certains allaient à Vegas, d'autres à New York. Bref. Donc ça se passe, vous vous en doutez, à Los Angeles, puisque c'est à Universal Studios. Donc commence le voyage d'une manière assez ironique, puisque ma carte bleue était bloquée. Très pratique quand tu fais un road trip de 2 semaines avec... C'est pas à cause des trucs des banques américaines, là où dès que tu changes d'état, faut les prévenir, c'est pas une connerie du genre? Non, même pas. En fait, c'est parce que je venais de payer mon loyer et du coup, dans notre résidence universitaire, fallait payer le loyer au semestre. Donc en fait, je venais de payer 2000, enfin non, je sais peut-être même pas autant, mais je venais de payer en gros 6 mois de loyer et en plus tous mes billets d'avion et du coup j'avais atteint mon solde, mon plafond et du coup c'était évidemment une carte française, banque française. Donc avec le décalage horaire, tout ça, ils ont mis plusieurs jours à me la débloquer. Mais bon, donc voilà, la petite histoire, c'est que on débarque à Los Angeles. Donc on était 4 nanas. Et déjà, on n'avait quand même pas très bien réfléchi notre trip puisque on n'avait pas pris de voiture de location. Donc quand t'arrives à l'aéroport de Los Angeles et que t'as pas de voiture, déjà. Enfin, je sais pas si vous êtes déjà allé à Los Angeles, mais c'est pas vraiment une ville que tu peux faire à pied ou en transport en commun. Il y a pas vraiment de transport en commun. Ouais, puis si tu prends les transports en commun, enfin, tu prends la journée pour partir de l'aéroport, quoi. Enfin, ouais. Voilà, c'est ça. Nous, on s'était dit en petite européenne, non mais c'est cool, on prendra le bus, quoi. On n'a pas envie de dépenser de sous. Bon, moi ma carte était bloquée. Et le truc drôle, c'est que une des filles a eu sa carte bloquée sur la deuxième partie du voyage. Donc on a fait chacune notre tour. Et en fait, en arrivant là-bas, on retrouve un ami coréen, sud-coréen, qui était du coup à la fac avec nous et qui a eu la gentillesse de venir nous chercher à l'aéroport. Et donc, il vient nous chercher, on discute de ce qu'on a prévu de faire et tout. Et puis, on lui dit, nous, on a prévu d'aller à Universal Studios demain. Est-ce que tu sais si c'est loin, etc. Et là, on regarde par rapport à notre auberge de jeunesse, c'était 3 bus différents, 1h30 de bus. Ah ouais. Pour aller à Universal Studios. Donc en là, plus, ils sont pas donnés ces billets-là. Enfin, donc t'as quand même intérêt à les rentabiliser aussi. De mémoire, c'est hors de prix. Ah, Universal Studios, c'est c'est plus de 100 balles, je crois, la journée. Ah ouais. Ah ouais. Et en fait, donc voilà, la petite histoire, c'est qu'il nous dit, moi aussi, je voudrais aller à Universal Studios. Par contre, est-ce que vous avez pris vos billets? Parce que moi, j'ai un filon pour choper des billets pas chers. Et c'est là que on ne saura jamais si c'était la mafia coréenne. Mais il nous a amenés avec sa petite voiture là dans le fin fond de LA, mais genre je saurais même pas dire où c'était dans LA, dans une tour avec genre plein de bureaux différentes, mais la tour un peu bizarre, et on a débarqué dans un bureau. C'était pas le consulat coréen. Je ne pense pas. D'accord, c'est pas très officiel, quoi. Ils nous disent, donc ils parlent ensemble en coréen et tout. Nous, on était plantés, 4 Françaises à attendre pour avoir nos billets pas chers. Et puis il nous dit voilà, du coup c'est genre $90 le billet, donc une bonne réduc, je pense. Je crois que c'est genre $120 en général. Il dit par contre faut payer en cash. Et là on s'est regardé et on dit non mais c'est une blague là. Ouais. Où est-ce qu'on a atterri? Les billets ils vont pas marcher. Donc en plus on a dû aller. On a personne. Vous aviez confiance? Ouais, franchement, trop sympa. Puis bon, il nous véhiculait et tout, donc on se dit c'est bizarre, on doutait de lui, mais on se dit il est tellement gentil et enfin c'est vraiment, je pense c'est le mec le plus gentil que j'ai rencontré de ma vie. Hein. Genre le Coréen. Ah oui, carrément. Ouais, vraiment. Il nous ouvrait la porte de la voiture. Enfin,
tellement gentil. N'empêche, prends ça, Andrew, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, non, mais différemment, tu vois. Vraiment hyper la galanterie, il marchait pas derrière nous, des choses comme ça, voilà quoi. Mais je suis bluffée que vous soyez monté dans sa voiture, moi, en fait. Mais on le connaissait, on était quand même en fac avec lui en Oklahoma, en fait. D'accord. Ouais. D'accord. Lui, il avait fait son voyage solo et on l'avait retrouvé là-bas. D'accord. Et puis, moi, je croyais que c'était un Coréen que t'avais trouvé dans la rue, quoi. Non, quand même. Et puis, viens dans ma voiture. Et puis donc du coup on va à un distributeur chercher des sous. Moi ma carte marchait pas, donc je demande à une pote de m'avancer. Je voyais qu'elle avait un peu les boules parce qu'elle se disait faut que j'avance 2 billets en cash dans un truc où on se dit ça va être des billets falsifiés, c'est pas possible. Et donc bon, ils nous vendent nos billets, machin, et puis le lendemain matin, donc notre pote vient nous chercher, il nous emmène à Universal Studios, et là on était là, jamais on va rentrer, ils vont nous arrêter, ils vont dire ouais c'est des billets falsifiés, et on rentre, et je vous jure, magie de la mafia coréenne ou pas, on rentre dans Universal Studios, et puis là il y a un mec qui vient et qui dit ah vous êtes le 100e visiteur de la journée ou 1000e, vous gagnez un fast pass. Non, mais... énorme. C'est énorme. Donc bon, au final, c'était une petite galère qui s'est transformée qui s'est vraiment bien finie. Ah, c'est clair. J'aurais jamais osé. Je pense que j'aurais dit non. Je pense que je suis trop trouillarde et j'aurais dit vas-y, c'est bon, je me casse. Et comme toi, tu vois. Moi, j'aurais fait pareil, tu vois. T'aurais pris les billets, toi? Non, moi non, j'aurais pas pris les billets, mais c'est. Elle serait même pas sortie de la voiture quand on l'a amenée à la mafia, tu vois. Non, c'est ça. Tu m'aurais dit. Moi, je vous attends là. Moi, j'aurais dit on continue, tu vois, on s'arrête pas. Donc voilà, comme quoi, des fois, des galères peuvent se transformer en trucs positifs. C'est clair, et puis surtout une bonne histoire à raconter. Et moi, je trouve que c'est ça, c'est toujours ce que j'essaye, moi, de me dire quand ça devient vraiment la merde. Je me dis, franchement, ce sera une bonne histoire à raconter au coin du feu en été. Ouais. Tu vois, ça fera bien. Donc en tout cas, voilà, si vous voulez des billets pas chers pour Universal Studios, faites des recherches au niveau des Coréens à Los Angeles. Apparemment, voilà, ils ont des billets pas chers et ça marche. Et avec un peu de chance, vous aurez un fast pass. Donc c'est pas mal. Mais écoute, c'est bien noté, c'est bien noté. Caro, t'as quoi toi comme option? Qu'est-ce que tu nous proposes? Fais-moi rêver. Ah moi j'ai un peu moins de mots clés, mais j'ai Seychelles sortie en mer. J'ai Barcelone au Mobile World Congress avec une histoire de vol. Et j'ai une alerte à Maui qui est du style d'alerte à Malibu au final, mais pas du tout. Je suis désolée. Voilà. J'ai une alerte à Maui. Voilà. Moi, je suis intriguée par alerte à Maui. Ouais, moi aussi. Je verrais bien l'alerte, moi. Et go pour l'alerte à Maui. Du coup. Alors on est allé, donc c'était la première fois qu'on allait à Hawaï. C'était en 2018, je pense, janvier 2018. Et du coup, voilà, on fait notre voyage à Hawaï, c'était magnifique. Nous, on pense à louer une voiture, mais tout se passe bien, rien à signaler de ce côté-là. Tu notes le petit paquet. Nous, on a pensé à louer une voiture. Non, mais nous, c'est pas qu'on n'y a pas pensé, c'est qu'on a délibérément pas loué une voiture. Ok. Non, mais je veux pas foutre la merde, je veux juste je m'incline. Nous, on a délibérément décidé de se mettre dans la mouise. Ben nous pas, tu vois. Donc on avait loué notre petite voiture, on fait notre petit voyage, notre petit planning, tout ça. Tout se passe bien, puis on arrive au dernier jour au matin et on se lève tranquille. On n'avait pas encore de bébé à ce moment-là, du coup on était juste nous deux. On se lève et puis moi le matin parfois je prends du temps parce que je suis vraiment un escargot, donc je prends tout mon temps et tout. Et puis à un moment Nico il me dit dépêche-toi, il y a une alerte missile ou je sais pas quoi. Et puis moi je le regarde, je dis ouais mon œil, t'essayes juste de me faire me dépêcher parce que t'as peur qu'il n'y ait plus à bouffer au petit-déj. Je m'en fous. Je bien prends tenté, mon temps, tu vois. Trop gros pour être vrai. C'est ça, si tu veux que je te croie, enfin sérieusement, je fais un truc crédible, tu vois. Et puis il me dit mais si, je te jure, c'est vrai. Je dis merde, c'est pas possible, montre-moi ton téléphone. Et puis il monte son téléphone et puis on voit effectivement
merde, tu sais, c'est comme les Amber Alert. Donc on a reçu ça de la même manière qu'une Amber Alert parce qu'on était dans la région. Voilà, là tu flippes en fait, vraiment tu flippes. Donc on part le plus vite qu'on peut de la chambre pour essayer de trouver un shelter. Bah justement, nous on est allé en bas de l'hôtel en se disant, parce que le truc te disait mais tu dois prendre un shelter immédiatement et ceci n'est pas un exercice, tu vois. C'était la partie la pire, c'était this is not a drill. Et du coup bah toi tu flippes, tu transpires, tu sues, tu te demandes si tu vas mourir dans les 5 minutes ou pas. Spoiler, on est toujours là. Et donc on descend le plus vite qu'on peut et là en fait on commence à demander aux gens de l'hôtel. Alors les gens de l'hôtel, les gens qui travaillent dans l'hôtel n'avaient aucune idée de ce qui se passait, donc en bas c'était tranquille. T'avais un petit noyau de stressés comme nous qui avaient reçu l'alerte et qui savaient pas quoi faire. On essayait de demander au management, ok, on peut aller où? Parce qu'en plus l'hôtel était tout ouvert en fait, donc il y avait pas de sous-sol. Et la salle du petit-déj, elle était ouverte vers l'extérieur, il y avait des fenêtres partout, donc on savait vraiment pas où se mettre pour être à l'abri, quoi. Le management de l'hôtel, ils en avaient rien à battre, ils disaient ouais non, écoutez, on peut vous mettre dans cette pièce-là, mais c'était genre la salle de gym et il y avait des fenêtres, tu vois, donc on était mais non. Et puis t'avais toute une catégorie de gens qui voguaient au-dessus de tout ça et qui prenaient leur petit-déj et qui se goinfraient parce qu'ils avaient pas eu l'info. Et donc je crois qu'on est resté stressés à appeler nos familles, à être en stress complet, à se demander à quel moment ça allait nous tomber dessus. Et au final, ce qui s'est avéré, donc, c'est que c'était un exercice, mais qui avait mal tourné. Donc, en gros, le gars faisait un test pour tester le système. Et en fait, au lieu de faire un test sur un échantillon tout petit, je pense, il a envoyé à tout le monde. Et le truc, c'est que je crois que le gouverneur d'Hawaï, parce qu'on attendait c'est ça, on attendait tu vois, on attendait une info du gouvernement pour dire que c'était pas vrai, tu vois. Ouais, ça allait bien, en fait, apparemment le gouverneur d'Hawaï, il avait perdu son mot de passe Twitter. Et du coup, non. C'est vrai. C'est le truc énorme. Et du coup, la bande de losers. Et du coup, nous on était au taquet sur Twitter, on essayait de trouver des infos, il y en avait pas, il y avait juste des infos parce que c'était alerte pour un missile balistique sur Hawaï. Prenez shelter, prenez un abri de manière immédiate. Et du coup, voilà. Mais au final, il n'y a rien eu. Je crois que ça a duré 1h30, peut-être le stress, je sais plus. Ça m'a semblé une éternité. Après, on est allé à la plage, on respirait. Mais quel stress, quoi. Et après, on est reparti. C'était le jour où on avait notre avion. Ouais, mais moi aussi, en reparlant, parce que franchement, quoi. Et Nico qui rigole encore parce que je lui ai dit, ouais, arrête trouve un truc crédible, quoi, si tu veux que je me dépêche. Ouais, vache. Voilà, mais c'était un petit flip le dernier jour. Donc voilà. En tout cas, c'est une bonne astuce pour te sortir du lit, tu vois. Moi, j'ai toute mon adolescence, mes parents ont tenté plein de stratagèmes pour me sortir du lit le matin. À la fin, vous avez entendu Victoire qui est passée dans le podcast il y a quelques mois. J'ai 16 ans d'écart avec elle. Et donc c'était la toute petite, tu vois, de la maison. Et en fait, à la fin, il me lâchait en fait Victoire. Mon père arrivait, il soulevait mon matelas, il me disait c'est la tempête. Et puis il lâchait Victoire qui venait en fait me tirer les cheveux, me faire des trucs, ouais. Mais j'ai jamais eu le missile encore. Et pour terminer sur cette note-là, parce que depuis on s'est renseigné, l'endroit où t'es censé t'abriter, si ça peut servir à quelqu'un un jour, j'espère que ce sera pas le cas. A priori, c'est les cages d'escalier. Pour un missile, c'est les cages d'escalier. Pour t'abriter de je sais pas quoi. Enfin, je veux dire, si t'as un missile qui te tombe dessus, tu peux être dans la cage d'escalier. À mon avis, ça se passerait quand même pas très bien pour toi. Oui, c'est pour ça. Je veux dire, franchement, à moins de. Mais a priori, il disait que c'était la partie la plus renforcée. Il y a pas de fenêtre, c'est vachement renforcé les cages d'escalier. Donc c'est ce qu'on nous a dit. Mais bon, nous, on n'était pas dans les cages d'escalier. Oui, d'accord. Du coup, si la cage d'escalier est au milieu de l'immeuble, j'imagine, parce que pour tout ce qui est escalier en extérieur. Oui, c'est ça. Ça c'est clair. Je voudrais pas qu'on soit de mauvais conseils. Ouais, j'espère que personne qui écoute n'aura jamais besoin. Non, sur French Expat, ils ont dit qu'il fallait se mettre dans les escaliers. Donc ça, c'était notre petite aventure à Hawaï. Mais on y est retourné après, donc on n'a pas été traumatisés jusque-là. Mais ouais, ça va. Bon, et toi, Anne-Fleur, est-ce que t'as des histoires à nous raconter? Ah bien sûr. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai tornade dans l'Iowa en 2015. J'ai prison de l'aéroport à New York en 2008.
C'est très orienté avion chez moi. Et c'est aile d'avion à New York. Je sais plus en quelle année, 2017 peut-être. Moi, j'aime bien la prison. Ouais, pareil. Enfin, j'aime pas la prison dans l'absolu, mais je vote pour la prison. Pareil. En 2008, j'avais rencontré Mike, qui est depuis devenu mon mari quelques mois auparavant. Et donc, j'étais rentrée pour Noël pour pouvoir étendre mon visa, pour pouvoir rester un petit peu plus longtemps aux États-Unis. Donc, je fais tout mon bazar, ça se passe bien. L'ambassade me renvoie mon visa. À l'époque, c'était beaucoup plus rapide d'avoir un visa que maintenant. Et donc, je reçois un visa qui n'était pas le visa que j'avais demandé, qui était un visa de mémoire B1, B2. Toi, tu demandes un visa, ils t'en donnent un autre. Ouais, mais le truc hallucinant. Donc j'avais fait postuler pour refaire un J1, tu vois. Et pour 6 mois. Non, mais attends, pour 6 mois. Et il me renvoie un B1, B2 pour 10 ans. Ah, bah, alors, cool. Il fallait rien dire. Non, mais ça, t'es partagé entre le, ouais, cool, tu vois, genre, sympa. Mais en même temps, c'est pas du tout ce que j'ai demandé. Je vais avoir des merdes. Tu connais les Américains. Quand c'est ça. Je vais me faire choper, tu vois. Exactement. Donc du coup, moi j'étais toute mignonne. J'appelle le mec de l'ambassade. Je crois que j'ai Nathan. Il était très sympathique, ce petit Nathan. Il était très serviable. Mais donc je l'appelle et puis je lui dis tu sais, quand t'appelles l'ambassade, pour les gens qui ont déjà eu à faire des visas aux États-Unis, tu dois donner ta carte bleue pour appeler les gens. Tu dois donner ton numéro de carte bleue et c'est 15 balles, je crois, à l'appel à chaque fois que tu les appelles. Enfin bref, c'est un peu des bref. Et donc le mec me dit, écoutez, vous inquiétez pas, effectivement c'est une erreur, mais l'erreur elle vient de nous, on assume l'erreur, donc vous gardez ce visa et puis il y a pas de problème. Rétrospectivement, ça paraît complètement fou, mais voilà. Ouais, c'est et clair. Donc j'ai pas vraiment le temps, si tu veux, de creuser plus la question. Le mec me promet que c'est bon, donc je pars quoi. Je partais genre je sais plus le lendemain ou sur le lendemain. Et donc je pars. À l'époque, donc j'habitais à Buffalo, qui est dans l'État de New York, et clairement il n'y a pas de Paris-Buffalo, donc je faisais une escale par New York. Et j'arrive donc à New York. Et alors pour les gens qui ont déjà eu un J1, en fait, comme beaucoup de visas d'ailleurs aux États-Unis, il y a souvent donc le visa dans le passeport qui n'est pas vraiment valide sans un papier qui l'accompagne. Et donc le truc c'est que moi j'avais le papier qui accompagnait le J1, donc qui est en fait un visa de stagiaire et pas de business, enfin de stagiaire ou d'étudiant, bref. Et donc j'avais ce papier-là et j'avais mon passeport. Et la grosse erreur que j'ai faite en fait, c'est que j'ai montré les deux à la douane. Donc le mec il se fait merde. Mais oui, mais j'ai pas réfléchi. Non, le mec il m'a dit, enfin il est resté scotché sur les papiers pendant une bonne dizaine de minutes et puis bon, mon anglais était toujours très approximatif. Tu me connais, j'essaie de faire des petites blagues qui ne passent. Faut pas essayer de faire des blagues aux douaniers américains. Faut jamais faire des blagues avec eux. Et oui, surtout pas des blagues françaises, c'est de l'humour pourri quoi. Mais bon, même limite leur sourire quoi. Et donc il me dit vous allez aller dans la pièce machin, et donc c'est une espèce de station de police mais dans la douane, tu vois. Et c'était donc à l'aéroport de JFK. Et donc là j'arrive, c'est une espèce de petite salle d'attente où on t'appelle et puis moi en plus je réagis pas parce que je m'appelle Anne Fleur, autant te dire que les gens ils comprennent jamais mon nom, donc je sais plus comment ils m'avaient appelé, mais ça ressemblait même pas à mon prénom, donc je me levais même pas quand ils m'appelaient, donc les mecs étaient persuadés que j'avais des faux papiers. Et donc la meuf elle nous dit qu'elle s'appelle Fleur, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Mais c'est ça. Et puis donc finalement on m'installe dans une petite pièce avec le miroir sans teint, et là tu te dis oh putain de merde. Tu dis ça commence quand même à sentir mauvais. À l'époque, je vous le rappelle, en 2008, l'iPhone vient de sortir. Je n'avais qu'un petit Nokia qui n'avait certainement plus de forfait ou plus de batterie, je sais plus, mais je pouvais rien faire pour prévenir que coucou, je suis voilà. Non, c'était pas ça. Il y avait pas de réseau en fait. Je pense qu'il y avait des brouillards. Et donc voilà, on commence à me poser plein de questions et même, enfin moi ce que je me disais c'est si j'avais accès à Google, si tu veux, je pourrais savoir quelles sont les conditions de mon visa et je pourrais essayer de raconter un truc quoi. Mais c'est pas une bonne idée. Il faut pas mentir à la douane. Non. Et donc voilà, on m'a posé plein de questions. J'ai aidé. Je me souviens d'un monsieur qui est de vers l'âge de mon papa. Ça m'avait vachement touchée. Qui était né à Bagdad et je crois que c'était son seul tort malheureusement pour la douane américaine et il avait du mal à se faire comprendre donc je l'avais aidé un petit peu. Mais donc voilà, donc moi en fait on m'a beaucoup interrogée jusqu'au moment en fait où j'ai compris que j'avais le droit d'aller aux États-Unis mais j'avais pas le droit d'être payée selon le visa qu'ils avaient entre les mains. Donc j'ai fini en fait par raconter je savais plus comment m'en sortir et finalement c'est passé. J'ai loupé ma correspondance bien entendu, mais finalement c'est passé. Je vous passe tous les détails mais après j'ai eu énormément de problèmes avec mon visa en arrivant à l'université. Morale de l'histoire, ne
prenez pas un visa qui n'est pas le vôtre parce que j'ai de la chance parce que Buffalo c'est à la frontière du Canada, mais pour réactiver mon visa, parce que finalement ils m'ont forcé à refaire un visa à l'université, mais j'ai dû repasser la frontière pour réactiver mon nouveau truc. Enfin, bref, ça a été un merdier sans fin. C'est fou quand même que ce soit de leur faute, mais ils arrivent quand même à se faire te sentir toi mal, quoi. Bah, en fait, l'ambassade, c'est un talent qu'ils ont. Hein. M'a vachement soutenu, toute l'ambassade des États-Unis. À chaque fois, ils étaient, mais non, mais c'est de notre faute, on va leur parler, etc. Et moi, après, bon, ça s'est envenimé parce que ça a été les avocats de l'université qui étaient, non, on prend pas de risque d'avoir un stagiaire qui a pas le bon visa. Enfin bref. Ouais, mais bon, ils sont sympas à l'ambassade. Ils connaissent pas toutes les douanes de tous les aéroports des États-Unis, donc eux, ils disent OK, mais. C'est genre, allez, vas-y avec ton B1 et moi, je te regarde. Ouais, c'est ça. Tu me raconteras. Trop ça. Amuse-toi bien. Et moi, j'ai une question. Après, t'as eu des soucis quand tu repassais la frontière parce que t'étais fichée sur une liste noire, genre Anne-Fleur, quelle délinquante. Trafic de visa. C'était un peu l'angoisse. En fait, donc, pour vous raconter, en fait, donc l'ambassade m'a forcé à faire le truc. Non, l'université m'a forcé à faire le truc. L'ambassade, du coup, en fait, ça a été un merdier parce que j'ai été pendant, 72 heures sans papier, du coup, aux États-Unis. Et c'est toujours un peu stressant. Donc, en fait, j'ai dû envoyer par FedEx ou UPS, je sais plus, mon passeport au retour à Paris. Et là, en fait, il y avait un gros tampon cancel without prejudice, donc en gros que le truc était annulé, mais que c'était pas de ma faute. Et ils ont remis un nouveau visa à la place et ils me l'ont renvoyé. Et c'était bon. Mais donc et puis j'avais une lettre que j'avais pas le droit d'ouvrir, qui était pour le douanier quand je suis rentrée, tu vois, quand je suis allée au Canada pour réactiver mon nouveau visa. Et a priori, ça expliquait la situation en disant que c'était pas de ma faute. Mais voilà. Puis bon, depuis je suis devenue américaine, donc je me dis que j'ai pas trop merdé. Ce qui aurait été drôle, c'est si t'avais eu le visa de quelqu'un d'autre et que cette autre personne avait eu ton visa. Mais c'est carrément possible en plus. C'est l'occasion de rencontrer quelqu'un, tu vois. C'est vraiment ça, c'est qu'à la douane, même quand t'as rien fait à la douane américaine, t'as un stress de malade. Bah moi, je me suis toujours que t'as fait quelque chose. Ouais, j'ai toujours flippé à la douane et ils ont toujours été trop sympas à me taper la discute et à me raconter des blagues, justement. Pareil, mais j'ai toujours peur que ça se retourne contre moi, tu vois. C'est vrai? J'ai toujours peur que ce soit un truc genre je suis sympa, mais en fait tu sais le bon flic, mauvais flic, là, alors il fait sympa, il attend que tu dises un truc et puis bam. Et bam, ouais, c'est clair. Dans la petite pièce derrière. Ouais, moi ça dépend. Je suis tombée sur des très gentils, mais je suis tombée sur des très cons aussi. Hein. Moi je comme partout. Vois que des gentils. Bah, moi que des gentils aussi. Il y en a un qui m'a demandé pourquoi je ramenais du chocolat de Belgique à un moment. Il m'a demandé et notre chocolat à nous il est pas bon. Bah non. Dis les filles, je vous propose d'aller faire un petit tour à Bali. Aïda, une auditrice, a une histoire à nous raconter, une histoire assez marrante. On écoute ? Yes. On se retrouve à Bali. Là, Bali, c'était la toute fin de mon voyage. J'ai voyagé pendant presque 5 mois, comme on dit, on a budget. Mais donc là, étant sur la fin du voyage, les finances commençaient à vraiment s'amoindrir. Donc j'avais booké un lit dans une auberge de jeunesse. Donc pendant ce séjour dans cette auberge de jeunesse, je réserve une excursion en fait, si on veut, quelque chose de touristique pour faire l'ascension d'un volcan. L'ascension doit se faire en milieu de nuit pour qu'on puisse voir le lever du soleil une fois arrivé au sommet. Donc en gros, on avait un pick-up à l'auberge de jeunesse à 3h du matin, donc étant sur la fin et financièrement un petit peu limité, avec une collègue rencontrée sur la route, une Française aussi, on se dit que, bon, on ne va pas booker cette nuit-là pour faire l'économie, entendons-nous, d'une dizaine de dollars. Vraiment, c'était rien du tout. Maintenant que je le dis, j'en ai honte, mais... Voilà, a priori on était à $10 près. Et à savoir que c'était une auberge de jeunesse vraiment immense, avec un immense jardin, une immense piscine, et en fait des beanbags et des hamacs un petit peu partout disséminés dans le jardin de l'auberge de jeunesse, autour de la piscine, etc. Et en fait on n'avait jamais vu de staff faire des rondes dans le jardin pendant la nuit. Mais bon, j'imagine qu'on l'avait jamais vu parce qu'en fait la nuit on dort. Bref, on se dit qu'on va squatter là-bas en fait pour ne pas payer ces fameux $10 notre lit. Et en fait, vers minuit, on se fait réveiller et bien sûr déloger, n'ayant pas payé et bien évidemment squattant très malhonnêtement le jardin de l'auberge. Donc on a joué, on a perdu, Et donc comme le pick-up se faisait à la porte, en fait juste à l'extérieur de l'auberge de jeunesse, moi je décide d'installer mon petit campement de fortune
Voilà, juste à l'entrée. Donc je m'installe avec mon gros backpack, je sors mon duvet, je m'installe sur le duvet et je me dis que je vais finir ma nuit / sieste, parce qu'on voulait juste être un petit peu en forme pour l'ascension de ce volcan. Et en fait, le membre du personnel, je sais pas, je dirais un quadragénaire australien, le mec était australien, me voit m'installer et vraiment le mec commence à paniquer. Il me dit non mais tu peux pas dormir là. Et je lui dis ah bon ça va, on va se faire récupérer à 3h du mat. En gros, je fais ma petite sieste de 3 heures, c'est bon, pas de problème. Et puis bon, faut dire que c'est vraiment des genres d'endroits où enfin, personnellement, en tout cas, je me suis jamais sentie en sécurité pendant 5 mois de voyage. Donc, c'est vrai que je me suis pas posé de questions. Voilà, en plein milieu de la rue, j'ai sorti mon duvet et je me suis installée. Mais lui, a priori, n'avait pas la même légèreté que moi. Donc moi, pas stressée pour un sou, voilà, je m'installais et il faut croire que c'était pas si safe que ça parce que il avait vraiment l'air en panique. Il m'a dit non mais ça c'est pas possible, tu peux pas dormir là, tu peux pas faire ça, tu peux pas rester ici. Et je lui dis non mais ça va, aucun problème, je suis pas là pour longtemps, on va venir se faire récupérer, on va faire notre ascension du volcan, tout va bien se passer. Et en fait, le type m'a dit non mais ok, c'est bon, tu reviens dans l'auberge, tu reprends le hamac que t'étais en train de squatter, c'est bon. Je lui dis non mais bon voilà, vraiment désolé pour la malhonnêteté, désolé pour le squat, je veux pas payer cette nuit, donc je vais rester là. Non, le mec était dépité, non, ok c'est bon. Vas-y, tu rentres, tu reprends ton hamac, vas-y, on va faire comme si c'était rien passé, je vous ai pas vu, vous m'avez pas vu, il y a aucun problème. Donc voilà, ce qui à la base était très malhonnête et vraiment encore aujourd'hui quand j'y pense, je me dis que c'était très moche, surtout pour une dizaine de dollars. Finalement, on a réussi à passer cette nuit gratuite dans les murs de l'auberge, parce qu'a priori c'était pas super safe de s'installer pour faire notre petite sieste entre minuit et 3h du mat sur le trottoir devant l'auberge à Bali. Donc voilà, c'est bon, c'est léger. Et c'est vrai que généralement, les petites anecdotes de voyage que j'ai, c'est des trucs qui, sur le coup, sont pas forcément très agréables, voire qui pourraient, pourquoi pas, mal tourner, mais qui se finissent toujours bien. Et je trouve que souvent, les anecdotes de voyage, c'est un peu ça, des petites difficultés, disons, à l'instant T, qui finissent bien. C'est un peu comme un film américain, en fait. Ça se finit bien. Un bon happy ending. Enfin, disons que les anecdotes qui se finissent de voyage qui se finissent mal, les gens sont peut-être plus là pour les raconter, donc. Oh, putain. Mais c'est quoi cet épisode déprimant? mais moi je suis d'accord avec Manon, hein, j'ai failli le dire tout à l'heure. Oh mon dieu. Non, c'est ça. Et c'est ça, nous elles se finissent bien, on est encore là quoi, donc on va en parler. Par contre, alors, moi ça jamais j'aurais fait. T'aurais pas dormi par terre dehors? Non. Ou t'aurais pas essayé de gruger ta nuit, enfin tes quelques heures de nuit gratos? Moi, je sais pas. Puis alors moi, dormir c'est tellement important que c'est clair que je paye. Hein. Moi j'ai réservé un volcan quand on est monté quand on était à Maui, on est monté en haut du on est monté à Haleakala. Mais par contre dormir déjà vous savez que j'ai une peur bleue de dormir en tente. Alors t'imagines dormir quand il y a pas de tente sur le trottoir dans un pays que tu connais pas très bien. Non mais c'est clair. C'est ça, et en plus tu dors quoi. Et c'est une warrior quoi. Ah ouais, moi je pourrais même pas m'endormir en fait. Non, je pense pas. Ouais. Repartons sur du plus léger, les filles. Je vous propose, Caroline, il nous reste quoi de ton côté comme anecdote? Moi, il nous reste Barcelone, le vol, et les Seychelles, la sortie en mer. Je sais pas toi, Manon, mais moi, je partirais bien dans l'eau, là. Ouais, ça me va. Spoiler, on n'est pas allé dans l'eau. Ah, merde. Les Seychelles, c'était en 2011, et en fait, on avait chopé les billets d'avion parce que mon beau-père avait plein de miles sur Qatar Airways, et du coup, il allait pas les dépenser, et du coup, nous, on a eu, boum, un voyage aux Seychelles un vol pour les Seychelles qui nous est tombé dans les mains. On était trop contents, mais on était un peu hors budget parce que les Seychelles c'est pas donné, donc on était dans des B&B. On a été dans un hôtel pas très cher et on était dans des guest house. Mais du coup on n'était pas en mode on était en mode économie quoi. Et du coup on voyait tous ces couples en voyage de noces qui eux étaient dans des palaces et nous c'était pas notre délire, mais on était super contents. Et donc on est sur la 2e île, donc l'île de Praslin. Et il y avait un truc à faire, il fallait dans la liste des trucs à visiter, je crois qu'il fallait faire
l'îlot Saint-Pierre peut-être, il me semble, je suis plus certaine. Et du coup, tu prenais un bateau, t'allais faire un peu de snorkeling, t'allais voir l'îlot Saint-Pierre, machin, enfin tu tournais autour. Et moi j'avais lu dans le guide dans le Lonely Planet, je crois, ou sur internet, sur le site du routard, je sais plus, j'avais lu l'endroit où t'étais censé réserver ton tour en bateau. Et comme je vous ai dit, moi j'aime bien faire les choses dans les clous. Apparemment, je suis la seule dans notre couple à aimer les clous. Et du coup, le soir, on arrive à Pralin. On se balade un petit peu, mais on comptait aller faire la balade en bateau le lendemain, mais là, on se balade un peu sur la plage, on en prend plein les yeux, c'était magnifique, l'eau limpide, tout ce que tu veux, machin. Et puis, je disais à Nico, ah oui, il faudra qu'on trouve où est le machin, où on doit prendre des tickets pour le bateau. Et là, il y a un gars qui vient nous voir et qui nous dit, vous voulez faire un tour en bateau, ça vous intéresse, moi, je peux vous emmener sur ma barque. Enfin, il a peut-être pas du barque, mais je te jure. Ouais, c'est ça. Je peux vous montrer. Dans ma tête, il aurait pu dire sur mon bout de bois qui flotte, ça aurait fait pareil. Donc il nous dit ouais, moi je peux t'emmener sur ma barque demain, pas de souci. Machin, ça coûte, je sais plus moi, $20 par personne. C'était vraiment pas cher. C'était peut-être moitié prix du vrai truc. Et je crois que Nico il se disait c'est trop bien, on va faire une affaire. Et moi je voulais pas. Enfin le gars, je voulais pas aller sur un bateau avec lui. Je voulais même pas aller. Je voulais aller nulle part avec lui, tu vois. Et t'as Nico qui était ouais, c'est intéressant et tout, et moi j'étais pitié non, donc je lui lançais tous les regards que je pouvais pour dire au secours n'y va pas, tu crois qu'il m'écoute, rien du tout. Et donc Nico accepte le truc, et là pour te montrer à quel point le mec était hyper pro, c'est qu'il avait même pas de quoi noter. Donc à un moment je lui dis oui, mais du coup tu viens nous chercher à quelle heure, parce que bon à ce moment-là j'avais accepté la défaite. Donc je dis mais tu viens nous chercher à quelle heure, il me dit oui. C'est ça, je crois qu'il venait nous chercher limite avec sa petite voiture ou je sais pas, une mobilette, je me rappelle même plus. Le truc était foireux, mais de A à Z, quoi. Et du coup là il me sort 1 heure, machin, ok, bon voilà. Puis après je lui dis mais tu sais même pas où on est, tu vois. Donc voilà, tu veux pas noter sur un papier? Ah si, il dit oui, il faudrait que je note, mais j'ai pas de papier. Tu vois, le mec méga pro, il a pas de papier. Et du coup je crois que j'avais une feuille, donc je déchire un coin, on lui écrit le nom de l'hôtel, on lui écrit l'heure, voilà. Et tu seras étonné de savoir, enfin vous serez étonné de savoir qu'il fallait payer à l'avance, hein, évidemment. Donc Nico hyper content, voilà, il se dit trop bien, on a fait une affaire, donc il lui donne le cash. Il lui donne le cash et puis le type s'en va tout content, hein, c'était tu voyais que le mec il avait fait sa journée. Oui, tu m'étonnes. Tu vois, et le mec il se barre et il part vers la ville, donc tu voyais qu'il essayait même pas de choper d'autres gens, tu vois. Et alors il nous avait dit que sur son bateau, genre il y avait peut-être 2 ou 4 places, et moi je disais à Nico mais enfin le type il part, donc je le vois partir, qui essaye même pas d'avoir d'autres clients, donc déjà j'étais pas rassurée. Et puis je commence à m'énerver sur Nico, mais je veux vraiment pas monter sur un bateau avec lui, j'en ai rien à battre, je m'en fous, je veux pas en fait, il va nous balancer dans l'eau. Soit il vient et il nous balance dans l'eau, soit il vient pas et on a perdu la thune. Honnêtement, je préférais qu'il vienne pas. Tu vois, j'avais pas envie qu'on me balance dans l'eau. et du coup, le lendemain matin, donc là, franchement, je m'énerve vraiment sur ce coup-là parce que j'avais peur de monter sur le bateau avec ce type. Donc je voulais pas qu'il vienne en fait. Et spoiler, il est pas venu. Et du coup, on l'attend, c'est ça. On se lève, on l'attend, mais faut savoir que du coup, mon énervement n'était pas descendu, donc toutes les demi-heures, je me re-énervais là-dessus en disant à Nico mais pourquoi t'as fait ça? Et donc le lendemain matin, on attend que ce type vienne, avec moi qui croise les doigts, pitié, il vient pas, donc je crois qu'après 2 heures où on l'attendait sur le parking de l'hôtel, on va à l'accueil c'est ça, on va à la réception de l'hôtel. Mais moi j'étais méga soulagée, tu vois, parce que j'étais persuadée qu'une fois sur le bateau, il allait nous dire tu me donnes toute ta thune, sinon je te balance dans l'eau. Ah, d'accord. Et du coup, j'étais contente qu'ils viennent pas. Et donc là, on va à la réception de l'hôtel et elle nous dit ah mais oui, il faut jamais faire ça. Donc là, j'avais vraiment envie de donner un coup de pied à Nico, genre t'as vu que j'avais raison. et elle nous book un truc, avec une compagnie normale, un truc carré, machin, où les gens viennent vraiment nous chercher le jour après. Et où on a fait notre sortie en bateau et tout s'est bien passé. Mais du coup, on a payé 2 fois pour économiser 1 fois. Et alors, le truc par rapport au fait que j'avais peur qu'il nous balance dans l'eau, c'est que donc quand on a fait notre sortie snorkeling et tout, je sais plus si je suis allée dans l'eau parce que j'ai peur de l'eau, mais c'est un autre problème. Mais
je crois que Nico était dans l'eau et les gens, on était censés rester 3 quarts d'heure dans l'eau et je crois qu'après 10-15 minutes, ils rappellent tout le monde. Et on trouve ça un peu bizarre, mais bon, tu sais, quand ils te rappellent, quand tu fais du snorkeling, bah, tu viens. Et je crois que le jour après, ou le soir, on s'est aperçu qu'en fait, il y avait eu une attaque de requin et un gars qui était mort sur Praslin d'ailleurs. Et on s'est demandé s'il nous avait pas rappelé pour ça, mais on n'a jamais eu parce qu'en fait, il y a eu des problèmes cette année-là et le gouvernement avait peur pour le tourisme et du coup, ils ont pas agi assez vite. Et les nouvelles des requins sortaient pas, les gens en parlaient pas, donc les gens allaient quand même nager, faire du snorkeling. Du coup, j'étais d'autant plus contente de pas avoir été sur le bateau de l'autre où j'avais peur qu'il me balance dans la mer si je lui donnais pas ma thune. Bouffé au requin, quoi. D'accord. Donc voilà. Et on s'ennuie pas en vacances avec toi, hein. C'est sympa, hein. C'est pas très rassurant. Ouais, ça donne pas trop envie d'aller aux Seychelles, par contre, s'ils ne disent pas quand il y a des attaques de requins. Moi, je sais pas, c'est les vacances avec Caro qui m'inquiètent perso. Mais c'est pas avec moi les vacances, hein. Enfin, si allez, mais là c'était une décision de Nico unilatérale. Moi, j'ai jamais validé. Moi, j'ai une sortie, c'était à Cabo que, par contre, on n'a jamais fait. Mais c'est pas parce qu'on s'est fait arnaquer, c'est parce qu'Andrew était malade. On était 4 jours à Cabo, c'était juste après nos fiançailles. Andrew était malade 3 jours sur 4, à pas pouvoir sortir de la chambre d'hôtel. Et du coup, moi, j'ai passé 3 jours à me faire des amis à la piscine de l'hôtel et à dire oui, je suis là avec mon fiancé et tout. Et je me disais, mais à force, ils vont se dire... les gens, ils me payaient des coups et tout. Et je me disais, ils vont se dire que je suis genre... que j'ai trucidé mon Américain, que je l'ai emmené à l'étranger pour le trucider, tu vois. Et un soir, quand même, sur la plage, j'ai réussi à le sortir de la chambre d'hôtel pour se balader avec moi. Et j'ai vu les gens qui m'avaient payé des coups l'après-midi. Et je lui disais, c'est lui, je leur disais, il est là, il existe. C'est ça, quoi, la mytho. Non, elle nous dit qu'elle est mariée, enfin qu'elle est fiancée, mais c'est une mytho, il y a personne, quoi. Alors, justement, toi, Manon, qu'est-ce que t'as d'autre comme histoire en stock à nous raconter? Ah oui, alors il me restait donc la tempête de neige à Yellowstone et le casino de réserve indienne, et puis l'histoire de visa, licenciement et clavicule cassée. Je me sens de vivre un peu dangereusement, j'irais bien sur le licenciement et clavicule cassée. Ok. Ouais, le dernier, il a un potentiel de fou, hein. Je sais pas, tu vois l'escalade. Bon, après, c'est un peu une histoire de voyage, mais bon, comme c'était visa, il y a pas mal de l'histoire qui s'est passée en France. Donc, c'était en 2018. Donc, juste avant que je reçoive mon visa fiancé, donc que j'attendais depuis 1 an, etc. Je rentre de Paris après avoir fait mon entretien et tout. Donc bon, normalement 1 semaine après, t'as ton visa, quoi. Il me l'avait approuvé. À cette époque, mon cher et tendre habitait à Santa Barbara en Californie. Donc il me disait ça va être trop bien la vie en Californie. J'étais oh là là, plus qu'1 semaine, j'aurai mon visa, machin, on va vivre en Californie. Donc Manon, elle est sur Vinted, elle vend tous ses pulls, tous ses manteaux. Vous savez ce qui s'est passé après. Elle vend toutes ses écharpes, elle vend tous ses bonnets, les gants, elle vend tout, tu vois. Elle se dit comme ça, je voyagerai léger, j'ai besoin que d'affaires très légères et tout, nickel. Et puis 1 semaine plus tard, mon visa arrive et tout, je suis chez mes parents, on ouvre le ruinard, on fait le plateau apéro et tout. Et avec le décalage, quand c'est la fin d'après-midi en France, c'est le début de journée en Californie. Et donc là, Andrew m'appelle, FaceTime, tout ça, et je lui dis ouais, j'ai reçu le visa. Toute ma famille qui est là, coucou, champagne. Et puis il me dit, je viens de me faire licencier. Oh putain. Je fais quoi? Mon oreille. Oui, je viens de me faire licencier. Donc sa boîte avait été rachetée. Dans le rachat, en gros, ils avaient fait du nettoyage et il était licencié. Sauf qu'il était logé sur son lieu de travail à l'époque. Donc il me dit j'ai 3 jours pour quitter l'appartement. Autant vous dire qu'un appartement à Santa Barbara, c'est dans les $2,500 par mois pour un appartement avec une chambre. Et puis quand t'as plus de travail, et puis moi j'avais pas de travail non plus parce que j'allais venir. Donc je ne travaillais plus en France. Donc on était 2 personnes sans travail et puis j'avais un petit SDF à Santa Barbara. Et donc du coup c'est là que il est parti retourner chez ses parents en Oklahoma. Et je lui dis écoute, c'est pas grave, tu rentres en Oklahoma, moi j'arriverai en Oklahoma, j'avais pas encore pris mes billets d'avion.
Mais en plus, j'attendais vraiment pour les prendre, quoi. Donc j'avais dit bon bah c'est pas grave, je les prends en fin de semaine. Donc c'était le mercredi que je reçois mon visa et puis je dis bon bah c'est pas grave, je les prendrai ce week-end, je regarderai et puis du coup bah je les prendrai pour l'Oklahoma, pas de souci. Et puis le vendredi, bon bah je vais chez une copine et tout. Je passe soirée à Clermont chez ma copine et puis le vendredi matin je reprends la route et tout. Et puis je casse ma voiture et je me casse la clavicule. Et bon, rien de grave, hein, juste une clavicule cassée, mais suffisamment pour m'embêter, pour me dire attends, mon mari il a pas d'assurance aux États-Unis, je viens de me casser la clavicule. Qu'est-ce que je fais? Je me suis dit là, j'ai la sécu en France, faut que je reste. La nana, la médecin m'a dit c'est bon, 45 jours d'immobilisation, vous serez rétabli d'ici la fin de l'été. Donc j'ai Andrew, ce qu'on fait, c'est que voilà, on attend. Je partirai fin août au lieu de partir en juin. Et puis toi, tu viens. Et en plus, je pouvais pas trop pousser parce qu'une fois que t'as ton visa, il y a quand même une période avant de devoir partir aux États-Unis. Après, il expire. D'accord. Donc je lui dis bon tu viens en août, comme ça tu m'aideras à porter les valises, tout ça et tout. Et puis au final. 45 jours passent, je refais une radio, clavicule pas du tout soudée. Manon en larmes, je leur dis non mais là je fais quoi parce que moi j'ai pris un billet d'avion entre temps, je leur dis je pars dans un mois, ou je sais plus c'était 1 mois ou 3 semaines et tout, ils me disent et puis je pouvais plus lever le bras parce qu'ils m'avaient complètement immobilisée et là ils me disent ce qu'on te propose c'est de faire de la kiné, tu fais autant de kiné que tu peux, donc j'ai fait 3 semaines de kiné en speed. C'est vrai que j'avais une copine qui connaissait la kiné, qui avait réussi à me squeezer dans son agenda. J'ai fait 3 semaines de kiné en speed. Et puis on a réussi à voyager sur une compagnie qui n'existe plus. Je crois que la compagnie a fermé 2 jours après qu'on ait pris notre vol. Je sais pas si vous vous rappelez, c'était WoW Air, la compagnie qui faisait les vols via l'Islande. Oui. Et du coup, on avait voyagé dans leur... parce que moi, comme j'ai flippé d'être pas confortable avec ma clavicule, je voulais pas qu'on me fonce dedans pendant que je m'endors ou quoi. Du coup, j'avais pris les sièges upgradés. Super confortable. Super confortable. Leur première classe, en fait, bon, qui est pas du tout l'équivalent d'une première classe, mais qui est quand même bien plus confortable que même Economy Plus sur British ou Air France, quoi. Et du coup, on avait champagne et bouffe illimitée. Et là, j'ai compris pourquoi leur business model ne tenait pas le coup. Parce que on a clairement mangé et bu pour bien plus que ce que notre upgrade nous avait coûté. Donc bon, tout est bien qui finit bien, sauf qu'après, comme vous le savez, j'ai déménagé à New York, donc j'ai dû racheter des pulls et des manteaux. Ah ouais, t'es partie dans un endroit particulièrement froid. Putain, c'est énorme. Donc voilà. D'accord. À Syracuse, ouais. Syracuse. Mais tout l'endroit qui fait rêver tout Instagram. Ouais. Mais ta clavicule, elle s'est réparée quand d'ailleurs au final, parce que du coup. Écoute, au final, j'ai jamais su parce que c'était il y a 2 ans et j'ai jamais refait de radio. Mais ça, franchement, pour ça, c'est dingue le système de santé américain. La dernière fois que j'ai vu une radio de ma clavicule, il y avait 2 morceaux. Voilà. Et quand tu touches, tu sens que ça a attaché. Écoute, il y a une bosse, je fais pas non plus j'ai pas refait de ski depuis ou quoi que ce soit, donc on espère que c'est solide. Je suis désolée, on n'a pas la vidéo aujourd'hui, mais sérieusement, je pleure. Non mais comme quoi, tu vois, une histoire qui peut paraître tellement dramatique, tout est bien qui finit bien. C'est sûr. C'est ce qu'il faut se rappeler. Enfin, tout est bien qui finit bien, t'as quand même fini à Syracuse, tu vois. Ouais, mais on est parti. On est sorti. Donc tu vois, tout finit bien. Mais ça suffit. On arrête de se moquer. On a perdu Caro. Je me moque. Et moi aussi, j'ai une autre petite histoire à vous raconter. Qu'est-ce que vous choisissez entre tornade dans l'Iowa? Ça, c'est un gros plan loose. Les deux, c'est des gros plans loose. Et aile d'avion à New York. La tornade, moi, je veux bien la tornade. Alors, go la tornade, parce qu'on a fait aéroport avant, donc on change. On est quand même dans l'aéroport, vous allez voir. Désolée. Donc,
il fut un temps dans ma jeune vie où je voyageais tout le temps pour le taf. Donc c'était cool, j'avais plein de miles, mais j'avais pas trop de vie. Mais bon, c'était un détail. Et puis donc un jour on me dit écoute Anne-Fleur, faut que t'ailles dans l'Iowa voir tel client, c'est un hôpital, et je devais y passer je sais pas 3-4 jours. Donc j'y vais un peu à reculons, je vais être honnête, désolée pour les gens dans l'Iowa. Je sais qu'il y a des choses très sympas dans tous les États, mais il me faisait pas rêver cet État. Et puis le premier jour où j'arrive, donc je travaille dans l'imagerie médicale. L'imagerie médicale dans les hôpitaux, c'est toujours au sous-sol, c'est souvent au sous-sol à côté des salles d'opération. À côté de la morgue. Aussi, tout à fait, merci. Et puis ce jour-là, il y avait des alertes tornades. Enfin, il y avait pas mal de météo un peu toute pourrie. Et puis on m'avait dit, vous inquiétez pas, de toute manière, on est au niveau du shelter, donc de l'abri de l'hôpital, puisqu'on est au sous-sol. Donc franchement, on peut faire notre vie, il y a pas de souci. Bon, très bien. Donc il se passe plusieurs jours, et puis en fait, c'était la saison des tornades. Maintenant, je sais qu'il y a une saison des tornades. Et puis je vais pour reprendre mon avion pour rentrer à Boston. Et comme d'habitude, je bossais pour une start-up qui, du coup, on roulait pas sur l'or. Donc, les billets, c'est toujours un peu des billets un peu pourris. Tu sais, les trucs que tu peux pas vraiment annuler. Quand il y a un problème sur le truc, c'est toujours pour toi. Et donc, voilà. Donc, j'arrive au machin. Et évidemment, surprise! Nous fermons l'aéroport parce qu'il y a un front de tornade qui nous arrive sur la tronche. On ferme l'aéroport. J'avais rendu mon hôtel, j'avais rendu ma voiture de location parce que moi j'avais loué une voiture de location. Et puis je vais être honnête, j'étais un peu en déche de thunes pour faire des avances, tu vois, de billets d'avion pour rebooker ou quoi que ce soit. Puis de toute manière, il n'y avait pas d'avion qui partait, quoi. Donc le truc était un peu tout pourri. Ils ferment donc tout. Et puis je regarde en fait qu'est-ce qu'il y a autour de moi. Je vois donc j'étais à Grand Rapids ou un truc comme ça, et je vois que l'aéroport de Des Moines, qui est je sais plus peut-être 2-3 heures de là en voiture, a priori ils ont pas de gros front de météo pourri qui leur arrive sur la tronche et qu'il est encore ouvert. Donc du coup je regarde Delta me rebook sur un truc là-bas, et donc je vais pour essayer de me louer une voiture pour repartir pour conduire pour pouvoir aller là-bas. Et là dans la file je trouve une nana qui devait avoir, je sais pas, mon âge. Et c'est peut-être pour ça que je suis devenue complètement antisociable depuis, je ne sais pas. Et donc, on discute. Elle aussi, elle est en galère. Elle aussi, elle va aller à Des Moines. Et donc, on se dit, on va partager le coût, tu vois, de la voiture de location. Parce qu'en plus, tu sais, plus t'as de la demande de la voiture de location, on n'allait pas bien loin, mais elle allait nous coûter 300 balles, tu vois. Et oui, nickel. Je paye la voiture de location. Et puis, je sais plus sur ce qu'elle devait aller faire. Elle devait aller finaliser son billet d'avion, je crois, au comptoir de telle compagnie. On était censés donc sur le même vol à la base. Et puis, je chope la voiture de location, je me retourne. La nana, donc elle était voilà. Et en fait, j'ai jamais retrouvé la meuf. Je l'ai jamais retrouvée. Et je pense que j'étais tellement naïve que je suis allée jusqu'à demander aux gens au comptoir. Vous savez, il y avait une fille qui avait à peu près mon âge sur le vol. Vous pourriez pas l'appeler? Mais elle s'appelait comment? Je sais pas. Bref. Mais forcément, donc personne l'a retrouvée. Ah mais du coup, elle s'est juste barrée. Elle a pas voulu faire le trajet. Mais je sais pas. Peut-être que je lui ai fait peur. Je sais pas. Et moi, je l'ai pas forcé, tu vois. Mais parce que tu m'aurais dit qu'après, voilà. Tu l'aurais déposé et qu'elle t'ait dit, OK, salut, je te ferai un virement, et qu'elle t'ait jamais fait. Mais la nana, elle a même pas fait le trajet, quoi. Non, grosse loose. Je me suis retrouvée toute seule. À essayer d'aller peut-être que t'étais une psychopathe. Mais non, mais possible, hein, parce que après, c'est vrai qu'on n'aborde pas forcément les gens de la même manière. Et puis je sais plus, moi j'avais quoi, 6-7 ans de moins. Peut-être que j'étais un peu faux folle, j'en sais rien. Mais voilà, en tout cas, je me suis sentie bien seule et bien con, hein, pour être honnête, parce que du coup, je l'ai cherchée, la nana, quoi, tu vois. Je me suis dit, attends, mais ça se trouve, elle est aux toilettes, ou ça se trouve, elle est en train de faire son billet, tu vois. Mais genre, c'est grosse chose, quoi. Moi, je suis trop naïve, en fait. Moi, je crois fondamentalement, en fait, en la gentillesse des gens, en la bienveillance des gens, donc forcément, je suis souvent déçue. Mais donc, voilà. Donc, je l'aurais cherché, je pense. Mais si ça se trouve, elle a trouvé un plan B, tu vois, elle pouvait pas te le dire parce qu'elle savait pas comment tu t'appelais non plus, et peut-être que c'est juste, elle s'est dit tant pis. Moi, j'étais au point de rendez-vous, elle avait qu'à venir au point de rendez-vous. Bon, bref, c'est pas bien grave, mais voilà, je me suis sentie très bête. Et tu t'es tapé les 3 heures de route toute seule. Je suis arrivée à Des Moines, alors j'en connais rien de Des Moines à part l'aéroport et un petit motel tout pourri que j'ai trouvé du coup juste à côté de l'aéroport, mais en face de l'aéroport, et genre il y avait un espèce de resto qui touchait l'aéroport, et ça a été je pense que c'était le resto-bar le plus glauque de toute ma vie. Attention, t'as pas encore écouté votre dernière histoire.
Ah bah voilà. Mais non, mais tu sais, c'était que des businessmen, tu vois, qui étaient dans le truc, mais c'était pas du tout classe, quoi, tu vois. Et puis qui essayaient en fait de choper toutes les meufs qu'ils voyaient, quoi. Et j'étais ok. Trop bien. C'était un peu, t'es bon, allez, vas-y. Putain, j'ai envie de rentrer chez moi, quoi. Oh là là. Voilà. Je vais manger dans ma chambre, hein. Salut. Exactement. Ouais, non, c'était un peu space. Mais bon, je suis sûre que là, il y a des trucs très sympas à faire, mais c'était pas sur ce voyage. En tout cas. Voilà. Peut-être pas pendant la saison des tornades. Énorme. Ouais, et encore moins pendant la saison des tornades, c'est clair. D'ailleurs, j'ai même pas retenu quand c'était, je me souviens. C'est le printemps. C'est genre de mai à novembre. C'est la même que celle des ouragans. Tu vois, j'apprends plein de choses dans ce podcast. Et puisque les galères, ça n'arrive pas qu'à nous, je vous propose de continuer notre tour du monde des galères de voyage. Cette fois-ci, on part du côté de la Chine avec Émilie. Elle nous raconte un voyage en bus un peu particulier. C'est parti. C'était en octobre 2018, je suis partie toute seule en Chine pour 3 semaines. Ce jour-là, j'étais physiquement et moralement à bout après une mauvaise expérience suite à un long voyage en train-couchette qui a duré plus de 20 heures. Au fond de moi, je sens que je prends une très mauvaise décision, mais je décide de pas m'écouter parce qu'après ces 20 heures de train qui ont été horribles, j'ai vraiment besoin de me balader dans la nature. Je monte donc dans un bus pour me rendre au parc national le plus proche et puis j'estime que le temps de trajet en bus est d'environ 10 minutes. Alors je suis persuadée que je vais avoir assez d'énergie pour le faire. Je m'assois dans le bus à côté d'un groupe de touristes malaisiens. Ils sont très nombreux, ils parlent très fort. Le bus bouge beaucoup. Et moi je suis super fatiguée, déshydratée. Et puis finalement, je m'évanouis sur l'un des Malaisiens. J'ai repris connaissance. J'étais littéralement entre de bonnes mains, puisque toutes les mains du groupe de Malaisiens me massaient. Chacun avait un pot d'huile essentielle et chacun me massait une partie de mon corps. Un monsieur me massait la main droite, l'autre la main gauche. Une dame me massait le front. Une autre dame me massait le nez, le crâne, les tempes, etc. En fait, je me suis réveillée dans un nuage d'odeurs agréables et rempli d'amour. Quand j'ai compris ce qui se passait, j'ai fait un sourire à tout le monde, puis j'ai remercié les gens et j'ai voulu partir. C'était très gênant comme situation. L'une des dames du groupe m'a demandé ce que je faisais dans ce bus toute seule. Je lui ai expliqué que je voyageais seule. Elle m'a grondé gentiment, puis elle a insisté pour me donner son huile essentielle. J'ai d'abord refusé, mais elle m'a pris la main, a déposé son huile, a refermé ma main, et puis elle m'a dit de prendre soin de moi. Je suis descendue du bus, tout le monde m'a dit au revoir, et puis quand j'ai ouvert ma main, j'ai vu que c'était un flacon d'huile essentielle intitulé « Joie ». Depuis cette histoire, quand je pars seule en vacances, je dépose une goutte d'huile de joie derrière mes oreilles. C'est comme un peu avoir ces Malaisiens bienveillants avec moi durant toute ma journée. Ah, c'est une belle histoire. C'est énorme. C'est énorme. Mais t'imagines, genre, te réveiller. Moi, je pense que je serais en flip total. Tu te réveilles. D'abord, tu réalises que tu étais dans les pommes. et genre, t'as tous ces gens qui sont sur ton corps, quoi. Je pense qu'en plus, nous, on est des cultures où on se touche pas trop. Donc, c'est vrai que je pense que moi aussi, je me serais sentie mal, quoi. Ouais. Oppressée, à la limite, même si c'est gentil. Ouais. C'est ça. Non, mais c'est ça, exactement. C'est, comme tu dis, on n'est pas habitué à ça. Non, c'est clair. Mais en tout cas, c'est une belle histoire. Et pour la petite histoire, elle a toujours le flacon de l'huile, puisqu'elle nous a envoyé la photo du flacon d'huile en question. Énorme. Donc, elle l'a toujours. Je trouve ça trop chouette. Ouais. C'est comme un petit talisman. C'est clair, exactement. Exactement. Qu'est-ce qu'on en retient de celui-ci comme morale? Tu vois, il y a des gens pas très sympas comme dans ton histoire, et puis il y a des gens sympas. Ouais, c'est vrai. Faut pas perdre foi en l'humanité. C'est ça. Moi, j'en retiens que quand ton corps te dit, quand tu penses que c'est pas une bonne idée, le faites pas. Parce que tu risques d'être jeté au requin. Si tu sens que ton corps est fatigué, non, mais c'est ça. Si tu sens que ton cort est fatigué, sauf si tu veux un massage et des huiles essentielles. Demain. En tout cas, j'aime bien l'histoire. C'est joli, c'est bienveillant, c'est tout, c'est tout doux. Tout à fait. Alors, c'est à qui maintenant de me raconter une histoire un peu douce? Manon? Ah, c'est à moi. C'est à Manon, ma dernière petite histoire. Alors, c'est celle avec Yellowstone, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et en plus, c'est vraiment chronologique pour le coup. C'est vrai. Du coup, on l'a fait dans l'ordre chronologique. Donc ça, c'était On a bien fait ça. Hein. C'était fin 2018, enfin octobre 2018. On venait de se marier avec Andrew. Et en fait, comme vous savez, on a fait un premier mariage vite fait et on avait une cérémonie au mois de novembre.
Et entre les deux, on s'est dit, allez, on se fait un road trip lune de miel. Donc, on décide de partir. Donc, on était en Oklahoma à l'époque et on décide de prendre la route, Colorado, ensuite le Wyoming, le Dakota du Sud et le Nebraska, en gros. On arrive donc dans le Wyoming, on fait le premier parc de Grand Teton, on passe 2 jours et tout. Il y avait eu un petit peu de neige, mais pas trop. Le deuxième jour, premier jour, il a neigé, mais ça tenait pas spécialement énormément sur la route. Enfin, on a bien profité du parc. Deuxième jour, super beau. Et puis le troisième jour, on décide d'aller sur le parc de Yellowstone. Donc, il faisait pas très beau, mais bon, les rangers nous laissent rentrer à l'entrée. Enfin, il y avait pas de neige d'annoncer, etc. Et donc, on rentre par l'entrée sud du parc. Donc, faut savoir qu'il y a plusieurs entrées dans le parc. Tu peux pas rentrer par n'importe quelle route, quoi. Il y a pas 36 000 routes. Et donc, on rentre par l'entrée sud et il fallait qu'on ressorte par l'entrée nord-est pour accéder à notre hôtel qu'on avait réservé pour la nuit suivante. Et donc, on rentre dans le parc. Donc, faut dire que le parc est énorme. Je crois que c'est un des plus grands parcs nationaux américains, Yellowstone. Tu peux donner une idée pour les gens qui connaissent d'ailleurs ni les US ni Yellowstone, enfin genre. Attends, je vais regarder. Donc voilà, pour un ordre d'idée, ça fait à peu près 9000 km². Donc on va dire que voilà, pour donner un ordre d'idée, le parc de Yellowstone, il fait à peu près la taille de toute la Corse, sauf qu'en fait, dans le parc de Yellowstone, il y a rien, c'est uniquement un parc. Voilà, il y a des toilettes, mais il y a pas d'hôtel. Enfin, c'est vraiment la nature vierge, quoi. C'est assez difficile de s'imaginer des grandes superficies comme ça vides quand on a la référence française, mais voilà, c'est vide, c'est vide. Donc on roule un quart d'heure, 20 minutes, et puis là il commence à neiger. Et je dis Andrew, je le sens pas. On monte jusqu'à l'entrée sud et on va passer on va à notre hôtel et puis on verra demain la météo. Sauf que en fait, il a commencé à neiger et neiger et neiger. Et nous, on est dans une Nissan Altima, donc c'est une berline avec les plaques Californie dessus. Et puis devant nous, t'as des gens avec des jeeps qui sont faussés. Mais on continue sur notre petite Nissan, on est serein et tout, sur la neige, machin. Bon, on arrive à un endroit où tout le monde est bloqué et on est quasiment à l'entrée à laquelle on voulait aller. Donc on était genre peut-être à 20 minutes dans la neige, tu vois. Et puis là, un Rangers qui débarque parce que toutes les voitures s'étaient rentrées dedans devant nous, mais nous on était tranquillou, on avançait lentement mais sûrement, tu vois. Et puis là, le ranger qui dit à tout le monde non, stop, machin, vous restez, plus personne bouge tant qu'on déneige pas. À ce moment-là, le ranger essaie de repartir, sa Jeep était coincée dans le fossé. Putain, l'angoisse. Bon, il ressort un peu vénère avec une pelle pour essayer de débloquer des gens. Et là, il se pète la gueule sur une plaque de verglas. Oh, et nous, on se dit, purée, nous, on était lancés, on avançait tranquille. Et genre, tu vois, genre tout le monde nous met dedans, là. Et puis bon, il débloque les gens, on continue, on fait nos dernières 20 minutes, on arrive à l'entrée nord-est. Et là, franchement, où je me dis qu'il y a quand même un gros souci d'organisation au niveau des Rangers de Yellowstone, parce qu'ils nous ont quand même mis grave en danger par ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils nous ont dit, ah mais non, l'entrée, elle est fermée. La seule entrée qui reste ouverte, c'est l'entrée sud. Et on dit, non mais nous, on est là, on a traversé tout le parc, ça nous a pris genre 3 heures. C'est juste passé un portail à ce stade-là. On a juste ouvert la barrière et on se casse du parc. Et après cette entrée-là, on était à 20 minutes de notre hôtel, de la première ville avec notre hôtel. Et là, on dit, non mais attendez, la boucle que vous nous faites faire, c'est genre 3-4 heures de route en bonne condition, quoi. Donc on dit bon de toute façon ils veulent pas nous laisser sortir. J'ai trouvé ça hyper dangereux et irresponsable en fait qu'ils nous laissent pas quitter le parc plutôt que de prendre le risque qu'on fasse le chemin inverse et qu'on se refasse. Enfin, on était tellement loin que là. Enfin, donc bref, du coup on a fait le chemin en sens inverse. Sauf que une fois ressorti du parc à la sortie sud,
On avait encore 4 heures de route en gros pour accéder à la ville. Non, c'est bon, laisse tomber quoi. On fera pas. On oublie cette ville. Il devait être tard en plus. Ben ouais, on avait passé la journée à rouler sur la neige. C'était dans l'après-midi. Non, c'était dans l'après-midi quand même. Et du coup. Oui, mais t'as pas envie de rouler dans la neige la nuit, quoi. Et du coup, on se dit mais il faut quand même qu'on continue d'avancer parce que on avait encore un hôtel pour le surlendemain dans une ville différente, tu vois. Donc là, on dit bon bah c'est pas grave, Yellowstone, on oublie, mais on essaie de se trouver un truc pour la nuit, quoi. Donc on se dit on verra. Enfin, je pense non, on a commencé à rouler en se disant ouais, on va arriver dans la ville où on a prévu, c'est pas grave, on fait un méga détour de 5 heures, mais on va y arriver. On était très, on était très optimistes à ce moment-là. Et franchement, vous aviez la foi. On a conduit, je crois, encore 3-4 heures derrière dans la neige. Et puis, mais c'était la galère. Il y avait rien. Il y avait pas une station-service, pas une bagnole. Et je me disais, oh, non, mais on va se mettre au fossé, il y aura personne. On va nous retrouver congelés le lendemain dans la bagnole. Enfin, vraiment, c'est tellement vide. Et puis, du coup, à force de rouler, on rentre dans une réserve indienne. Donc, ce qu'il faut dire, c'est que, pour les personnes qui savent pas, les réserves indiennes ont leur propre loi, leur propre shérif, etc. Et donc, la réserve indienne s'appelait Wind River. Et là, en passant le panneau Wind River, donc c'était assez triste, hein, parce que c'est pas des maisons, c'est que des mobil-homes. Enfin, on voit qu'il y a une grande pauvreté, quoi. Et puis Andrew qui commence à me raconter mais il y a un film Wind River sur le fait que dans les réserves indiennes ils massacrent les gens parce qu'ils ont leur propre police, donc après ils peuvent cacher les cadavres et c'est réglé. Je dis mais ça va pas de me raconter ça. Donc moi les boules, balisé. Et au final on a réussi à rejoindre la ville la plus proche avec dans la réserve indienne et le seul hôtel c'était donc un casino parce que dans les réserves indiennes il y a souvent des casinos, mais le casino c'est pas Las Vegas, quoi, c'est très très glauque et du coup on a passé 2 nuits en attendant que la tempête passe pour pouvoir ensuite reprendre la route. On a passé 2 nuits, genre 48 heures dans un casino glauque de réserve indienne où il y avait tellement rien à faire parce qu'en plus on pouvait même pas quitter le casino, quoi. Genre rien que prendre la route, c'était juste pas possible. Et tellement que je crois qu'on a même fini à jouer aux machines à sous un moment. On était tellement désespérés. Donc bon, Yellowstone c'est à reprogrammer. Oui, parce que vous avez rien vu. En fait, on a traversé le parc dans les 2 sens, mais on n'a rien vu, que de la neige. Moi, du coup, ma troisième anecdote. C'est quoi ma troisième anecdote? Ah oui, Barcelone. Ah, vas-y, raconte un peu. En 2013, c'était pas longtemps avant qu'on se marie. Et en gros, c'était la deuxième fois qu'on allait au MWC, donc le Mobile World Congress. C'était le congrès où t'as toutes les grosses marques, Samsung, machin, qui présentent leurs nouveautés et tout ça. Et donc, on était allé l'année d'avant, ça avait été super cool. Je sais plus comment on avait eu des tickets. On était, Nico, il est développeur. Je crois qu'on avait un autre copain qui était développeur et on avait réussi à avoir des tickets comme ça. Je sais plus exactement comment, mais on avait été invités. Peut-être par BlackBerry, je sais plus. On s'en fout. Et du coup, l'année d'avant, c'était tip top. On avait eu des tablettes BlackBerry gratuites. Nico avait eu un téléphone, je crois. Il y avait un stand Google avec des toboggans, tu pouvais choper des pins Google, c'était vraiment, c'était un parc d'attractions, mais côté tech. C'était vraiment chouette. Et la deuxième année, on rempile, on se refait inviter au MWC, donc on était à nouveau trop contents. Et cette fois-là, donc la première fois, je sais plus qui s'était occupé dans notre groupe de potes, qui s'était occupé du logement, mais cette fois-ci, c'était un autre. Et il avait trouvé un Airbnb vraiment pas cher, vraiment proche de là où on peut être, mais vraiment pas cher, tu vois. Ouais. Genre le truc tellement pas cher que je l'aurais pas pris. Et du coup... Il y a un thème quand même qui se dégage de tes histoires. Oui, il y a un thème, c'est à chaque fois que j'ai un mauvais instinct et que c'est pas moi qui ai le droit de... C'est ça. Et du coup, sauf le missile il était pour rien. Bref. Et du coup,
on arrive avec notre petit avion EasyJet tranquillou. On était à Lyon à l'époque. On arrive à l'Airbnb. Je sais plus bien comment on récupère les clés, mais on rencontre les gens qui nous laissent rentrer et tout. Et donc on arrive à l'Airbnb, on récupère les clés et tout ça. On pose nos valises. Moi, j'avais décidé que je voulais absolument aller manger chez Burger King, donc on y va. Hop. 2 Whoppers plus tard, nickel, on était contents. On revient à l'appart, enfin à la maison où il y avait l'appart, et là, la porte, elle est pas fermée, elle est contre, comme on dit en Belgique. Je crois que c'est une position de porte qui est typique en Belgique. La porte est pas fermée, elle est pas ouverte, elle est contre. Donc elle est, je savais que c'était un belgicisme, mais je savais pas que c'était à ce point-là. En gros, elle est contre, je sais pas comment l'expliquer. Elle est pas elle est déverrouillée, tu veux dire, ou... Elle est déverrouillée, mais elle est même ouverte en fait. Mais elle est ouverte et il y a pas d'écart, donc elle est contre. Elle est entrouverte. Oui, mais pas vraiment entrouverte vu qu'il y a pas d'écart, donc elle est contre. Ok. Là, du mal à imaginer la chose. Je vous ferai un dessin. Et du coup, on va dire qu'elle est entrouverte, mais contre. Ok. On n'a qu'à dire ça. Disons ça comme ça. Donc elle est plus fermée, quoi. Elle est ouverte, on va dire, mais contre. Et donc on se dit merde, qu'est-ce qui se passe? Donc on rentre en se disant peut-être qu'on est bête et qu'on n'a pas fermé, tu vois, plein d'espoir et de naïveté. Et en fait, nos bagages ils sont plus là. Donc le truc qui était con, c'est qu'on était arrivé, on avait mis nos valises telles quelles. Et on était parti directement chez Burger King parce que je voulais manger un Whopper. C'est toi qui as pris la bonne décision cette fois-ci. Les autres avaient faim aussi. Hein. Et du coup, les gens sont venus, ils ont pris les bagages. Ils ont même pas dû se poser de questions, essayer de réunir des trucs. Non, ils ont pris les valises à roulettes, ils sont partis avec. Les bagages fait, c'était nickel. C'est ça, c'était super pratique, je pense. Du coup, les tablettes qu'on avait eues l'année d'avant, gratuites avec BlackBerry, elles étaient plus là. Je crois qu'ils ont eu un ordinateur, un réflexe. Ça a été le jackpot, quoi. Ça a été le jackpot. On n'avait plus de fringues, on n'avait plus rien. Moi, j'avais mon portefeuille et mon téléphone sur moi, mais on n'avait plus de fringues, on n'avait rien du tout. Donc, je crois que le lendemain, on est allé chez H&M s'acheter des habits, histoire de tenir les 3 jours qu'on devait passer là-bas. Et donc, voilà. Et alors, je crois que ce soir-là, un peu plus tard, donc on va chez les flics. Donc, il faut savoir que moi, je parle anglais et italien. Et j'arrivais à comprendre l'espagnol grâce à l'italien. Mais apparemment, ça marchait pas dans l'autre sens. Donc, quand t'essayes de parler à un flic à Barcelone, qui veut pas parler anglais, qui veut pas parler français, j'essayais de lui parler en italien. Et ça marchait pas non plus. Comprenait rien du tout. Et du coup, on essayait de leur expliquer la situation, tout ça. Je crois qu'avant, on avait appelé les filles de l'Airbnb. Les filles à qui on avait loué le truc. Elles voulaient bien nous donner de l'argent. Pour compenser, je crois qu'elle voulait bien nous donner genre 100 ou 200 euros. Et on leur a dit, non, écoute, il y a un MacBook qui est parti, il y a un réflexe, je crois qu'il y a une GoPro, parce que du coup, on était au MWC, donc les amis qu'on avait, ils voulaient filmer, il y en a un qui avait un blog, il y en a un qui voulait faire des vidéos, donc il y avait le matériel qu'elle avait avec, tu vois. Ouais, cool. Il y avait un iPad. Donc quand on a dit à la fille tout ce qu'il y avait, parce qu'elle voulait pas qu'on aille chez les flics. Et quand on a dit aux filles tout ce qu'il y avait, elles nous dit, non, du coup, ok, allez chez les flics, on veut pas payer ce prix-là. Pourquoi elle voulait pas vous acheter? Je sais pas, mais voilà. Donc elle voulait pas qu'on aille chez les flics et tout ça. Donc on va chez les flics, on essaye tant bien que mal de s'en sortir. Donc je te dis, ils parlaient pas anglais. Mes amis, je crois qu'ils avaient fait espagnol, au lycée, mais ils avaient quelques mots de vocabulaire de plus que moi, mais pas de quoi faire une conversation avec un flic. Et donc, je crois qu'on arrive tant bien que mal à quelque chose, mais tu voyais que les flics, ils en avaient rien à faire, que ça devait leur arriver tout le temps, et que, voilà, écoute, tant pis. Et donc, on rentre à l'Airbnb, et là, si je me rappelle bien, il y a des gens qui frappent à la porte, hyper fort, et donc on se dit, ok, c'est peut-être les flics qui ont trouvé quelque chose, tu sais, la naïveté encore qui revient. Et en fait, non, c'était des gens qui avaient leurs valises et qui disaient qu'ils avaient loué le même appart que nous, pour le même moment. Non, c'est pas vrai. Et donc, vous avez pris leurs valises? Non, mais il y a une partie de moi qui se disait, mais zut, s'ils étaient arrivés avant, ça aurait pas été nos valises, ça aurait été les leurs, tu vois. C'est mon côté aime ton prochain, tu vois. Et donc, il y a un micmac qui se fait, je crois que là, on rappelle les filles. Enfin, en gros, ils avaient loué le truc 2 fois.
c'était foireux à mort. Enfin, bref, au final, ils s'en vont. Je sais même plus où ils vont parce que c'est la partie que j'avais oubliée qui était arrivée et je me suis rappelée en vous le racontant. Ils s'en vont et puis nous, on reste là. Mais bon, déjà, on était flippés les 3 jours qu'on était là. On était pas à l'aise. Tu sais, t'as quelqu'un qui est rentré là où tu dors. Tu te dis, bah, c'est bon, il peut revenir quand il veut, quoi. Et là, je crois qu'on commence à essayer de discuter avec Airbnb. Mais du coup, je tweet qu'il nous est arrivé ce truc-là et que je suis vraiment pas contente. Et c'est pas moi qui avais réservé le truc, c'était un copain à nous. Et là, je sais pas comment, il y a mon téléphone qui sonne, un appel des États-Unis. Et moi, c'était pas Nathan, c'était Jonathan, si je me rappelle bien, aux États-Unis, qui parle français. Et en fait, il me dit oui, j'ai vu ton tweet, écoute, on veut vous aider, dis-nous ce qui a été volé, machin. Et du coup, Airbnb, en fait, ils nous ont ils ont tracé mon tweet jusqu'à mon téléphone, je sais pas comment, je crois que ça devait être dans mon compte. Je sais pas comment ils ont fait, mais en tout cas, j'ai été bluffée parce que c'est pas moi qui avais fait la réservation. Et moi, j'avais juste râlé dans le vent, tu vois, j'avais juste râlé, bref. Et du coup, au final, ils nous ont remboursé une partie de ce qu'on avait perdu. Et après, quand on est revenu en France, notre assurance a remboursé aussi. Donc au final, on n'a pas eu de perte, donc on était contents. Mais dans le genre aventure, c'était pas mal, quoi. Putain, les poules, les arnaques comme ça, n'empêche. Il y en a. Et alors attends, c'est pas fini. Et c'est pas fini. Je vous raconte la suite. Du coup, ils ont piqué le MacBook de Nico. Mais alors, tu sais, sur les MacBooks, je crois qu'il y a moyen que tu traques et que tu actives la caméra à distance et tout ça. Ah oui. Et du coup, on a réussi à avoir les noms des gens qui avaient piqué nos ordis. On a activé la webcam, on avait des photos. On avait d'ailleurs des photos d'une femme à poil parce qu'elle se promenait toute nue derrière le gars qui était sur notre MacBook. Donc, on avait toutes ces photos. Donc, on a fait un dossier pour les flics. Enfin, je dis mais moi je voulais pas qu'on poursuive ça. Moi je disais écoute, on coupe tout, c'est perdu, on est rentré, on récupérera jamais. Mais je crois que Nico et son pote, ils étaient en mode justicier. Et du coup, ils ont fait tout un document pour les flics et les flics ont rien fait avec. Mais il y avait des photos, on avait les infos sur les Wi-Fi où ils étaient. Donc on savait, on leur avait dit qu'ils étaient plus ou moins dans un hôtel. On avait regardé les chambres sur Booking pour savoir dans quel hôtel on pensait qu'ils étaient. Moi, ça m'avait super stressée, parce que j'avais l'impression que c'était la mafia espagnole, tu vois. Et il y en avait une, je crois qu'elle était masseuse, je sais pas quoi. Les flics faisaient rien du tout, quoi. Mais dans le genre, on avait eu la photo des gens, leur compte Facebook, on avait tout, quoi. C'était abusé. Voilà. Écoute, moi, comment est-ce que je vais faire pour vous remonter le moral après des histoires? On a récupéré la thune, donc c'était pas. C'est pas mal. Voilà. Ah, je sais. Je peux te raconter un petit bonus avant de te raconter mon histoire. Mon tout premier voyage d'affaires. Ça m'a fait penser un tout petit peu à ton truc, pas du tout dans les mêmes proportions, je me suis rien fait voler. Mais je suis arrivée, c'était à San Diego, j'habitais à Boston, c'était mon tout premier voyage d'affaires pour la boîte dans laquelle j'étais, mon premier vrai job, quoi. Et puis j'allais rencontrer une grosse partie de la boîte, dont le CEO, le patron, qui est donc une grosse partie de la boîte qui était français. Et donc j'arrive, j'étais avec une copine de fac, on avait voyagé ensemble, et puis on partageait la même chambre. Et puis le lendemain matin arrive. Et en fait, j'avais oublié tous mes sous-vêtements à Boston. Voilà. Et franchement, je peux te dire que tu te sens vraiment très très con quand tu vas rencontrer toute ta boîte. Tu sais que les enjeux sont vachement importants. Et que tu n'as pas une petite queue. Oh là là. C'était horrible. Donc voilà, je suis allée au premier supermarché du coin. Je crois même que j'avais trouvé... Bon, on s'en fout, mais j'avais trouvé des magasins à côté dans le centre de San Diego. Mais ouais, tu te sens bien con. Voilà. Je me suis dit que tu te sens con, ouais. Dans ces moments-là, H&M est vachement chouette parce qu'H&M est pas cher en plus. Ouais, je crois que c'était un Victoria's Secret. C'était, tu sais, les malls ouverts là-bas de Californie, là-haut. Ouais, je vois. Voilà. Alors sinon, on en était où dans nos histoires? Ben moi, c'est aussi à moi de vous raconter une histoire. Vous voulez que je vous raconte ma dernière histoire? Ouais. C'est donc l'aile d'avion à New York. C'est un truc tout petit, c'est rapide. Mais t'as un truc avec les aéroports. Hein. Non, mais en fait, j'ai tellement voyagé pour le travail que la plupart de mes histoires de voyage qui me venaient en préparant cet épisode, c'était mes galères de voyage de taf, quoi. Hein. Mais j'ai eu des trucs très sympas aussi. Hein. Mais alors, donc il y a eu un temps en fait quand je bossais où j'allais à New York au moins une fois par semaine.
Donc voilà, je faisais souvent l'aller-retour sur la journée parce que j'en avais marre de pas être chez moi. Et donc voilà. Et très souvent, j'y allais, je prenais le premier vol du matin, et puis j'y allais suffisamment souvent en fait qu'avec les miles, je pouvais ajuster donc en gros, généralement, je sortais de l'hôpital, c'était Mount Sinai où j'allais le plus souvent. Je sortais, donc j'étais midtown à Manhattan. J'appelais mon agence de voyage en disant OK, je peux être à l'aéroport sous 3 quarts d'heure. Tu peux me mettre dans un vol plus tôt, quoi, pour que je puisse rentrer chez moi. Et puis, et donc généralement, ça se passait bien. À l'époque, en plus, bon, pour la petite histoire, la navette Delta entre Boston et New York se passait par, comment ça s'appelle, LaGuardia. Et c'était un terminal, en fait, qui était tout petit, ça a changé depuis. Mais du coup, en gros, tu passais la sécurité en 2 secondes. Enfin, c'était vraiment mais royal, quoi, pour pouvoir faire l'aller-retour. T'avais pas besoin de planifier beaucoup de temps pour passer les contrôles à l'aéroport. Et donc voilà, donc vraiment, mais trop contente, quoi. J'arrive, je sais pas, il devait être 14 heures. Je me dis, trop bien, franchement. Je suis à la maison pour à 4 heures grand max. J'attends mon avion. Enfin, je passe tous mes contrôles, je m'installe. Je suis sur le terminal. Puis t'étais dans le terminal, donc c'est un petit terminal, mais t'étais tout vitré, donc tu vois la piste d'atterrissage, tu vois les avions qui arrivent à leur porte. Je vois mon avion arriver. Et je ne le vois pas s'arrêter. En fait, il est arrivé, il a pas freiné, et ce fait qu'il a défoncé l'aile sur le c'était sur le camion essence. Et donc voilà, mon avion qui pouvait me ramener 3 heures plus tôt à la maison, finalement, je suis arrivée, enfin genre ça a créé un bordel monumental dans tout l'aéroport, et je suis arrivée hyper tard le soir. Donc voilà. Oh non. Putain, mais magique, quoi. Ouais. Et ben sur ce, d'ailleurs, sur New York, je crois que l'anecdote suivante, elle se passe à New York, et c'est Pierre-Édouard qui nous raconte une anecdote. Il me disait qu'il a l'impression d'être dans The Truman Show. Vous savez, cette série où on a le mec se retrouve, il a l'impression d'être dans un film. Enfin, il est dans un film, et lui, ça a été un peu ça. Je vous laisse l'écouter. Bonjour, alors je vais vous raconter une petite anecdote qui m'est arrivée à New York il y a quelques années. On était dans un musée, le Met, au niveau de Central Park, et on voulait redescendre donc dans Manhattan. On avait du temps, donc on s'est dit on va marcher. En fait, en redescendant, une averse énorme nous est tombée dessus. Et on n'a pas pu s'abriter, du coup on était trempés comme des souches, on n'a pas pu s'abriter du tout. Et du coup on a décidé de continuer à pied pour éviter d'avoir froid dans le métro, parce qu'il y a beaucoup de clim dans les périodes d'été. On a donc continué à marcher, et en fait on s'est retrouvé sur Times Square quelques minutes après, complètement seul. En fait, pour ceux qui voient comment est Times Square, il y a une sorte de grand triangle au milieu, avec tout un tas de caméras, choses comme ça, et de grands écrans, et les enseignes qu'il y a autour en fait filment les passants et font apparaître leur visage sur des écrans géants. Et en fait, comme on était tout seul sur Times Square, et ben c'est nous qui apparaissions, et tout le monde nous regardait depuis les bords, comme si on était des fous. Voilà, donc nous ça nous a bien fait rire, et c'était une expérience qui restera rigolote et qui restera marquée pour nous. Voilà. Ouais, ça, enfin, ce qu'il me disait, c'est qu'il avait l'impression d'être au milieu d'une série, quoi. Il me dit, putain, tu lèves la tête et tu vois qu'en fait, ta tête est sur toutes les caméras de Times Square. Enfin, je sais pas si vous êtes ou si vous avez eu l'occasion d'aller à New York à Times Square. Ouais, si. Enfin, même sans y être allé, je pense que ça va être assez impressionnant. Ouais. Quand tu vois que les gens se battent pour avoir leurs photos, tu sais, sur le panneau de pub à Times Square. Mais je m'en rappelle, nous, il y avait ça quand on y était allé, c'était une pub Revlon ou je sais plus quoi. Et ils rediffusaient, des têtes énorme. Moi, j'avais jamais vu. Ah ouais, il y a tout le temps, et souvent le truc M&M's aussi. Ouais, c'est impressionnant. Ouais, c'est énorme. Est-ce qu'on s'en ferait pas une petite dernière? Ah si, moi j'ai un petit truc à raconter par rapport au fait, il m'a fait penser à un truc par rapport à la pluie, c'est super court. Vas-y. C'est quand on était au Vietnam un moment, on se baladait dans la ville, il faisait super chaud et il faisait le soleil et tout, c'était vraiment une belle journée. Et puis à un moment, il y a la population qui change en fait. Les gens commencent à rentrer leurs trucs, les gens se dépêchent de rentrer et nous on se dit c'est quand même super bizarre parce que il fait beau, tu vois.
Donc nous, on continue notre petite promenade tranquille. Et en fait, écoute, on n'avait pas l'instinct des gens qui vivent au Vietnam, parce qu'on s'est pris une douche, mais on a été trempés comme jamais. Et après, on s'est dit, mais c'est pour ça qu'en fait, tout le monde se bougeait, tout le monde rentrait vite, et nous, on s'est fait laver. Mais je te jure, enfin, c'était. Et là, toujours écouter les locaux. Mais c'est ça, tu vois vraiment qu'ils commencent. Enfin, tu voyais qu'ils rentraient des trucs et tu voyais qu'ils sortaient des petits stands de parapluies, tu vois. Et toi, tu vois qu'il fait beau. Et tu te dis, mais ils sont. Eh ben non, ils savent. Donc voilà. Je vous propose une petite dernière avant de nous quitter. Il s'agit donc de Marine, qui est une invitée qui avait été sur un hors-série sur la Saint-Valentin, dont on vous parlait d'ailleurs dans le dernier épisode. Et elle va vous raconter son voyage au Texas et comment est-ce qu'elle a appris à faire du lasso avec un vrai cow-boy. C'est parti. Coucou, c'est Marine. Alors, nous on était en road trip au Texas. En fait, on a commencé à la Nouvelle-Orléans pour finir en fait à Dallas, et on s'était arrêté dans à peu près toutes les grandes villes entre-temps. Et on s'était 2 journées arrêtés à Bandera dans un ranch qui s'appelle le Silver Spur Ranch, qui était un peu en gros en plein milieu de nulle part, à peu près une heure de la plus grande ville, enfin voilà. Tu t'imagines un peu l'histoire. Donc voilà, au milieu de nulle part, pas de réseau de téléphone, la Wi-Fi elle était très très nulle. Bref, donc on était, mais c'était vraiment trop sympa. Et dans ce ranch en fait ils ont plein d'activités. Il y a la piscine, tu peux faire du cheval forcément, tu peux aller nourrir les animaux. Et entre autres ils avaient des fausses têtes de vaches avec leurs cornes là, et des lassos. Et du coup avec mes copines on s'est dit c'est trop cool, viens on devrait essayer et tout, alors qu'on était en gros on était trop nuls. Du coup un peu plus tard dans la journée, j'étais assise au bord de la piscine et il y a la cuisinière en fait qui s'occupe de toutes les personnes, elle fait à manger en gros pour toutes les personnes qui sont au ranch. Elle vient me voir, elle me fait oui au fait j'ai entendu que une de vos copines était allergique au gluten et tout ça, est-ce que ça va si je fais ça parce que j'arrive pas à la trouver dans le ranch. Du coup je dis oui y a pas de souci, ça devrait fonctionner. Et je lui fais en fait au fait est-ce que il y aura quelqu'un qui peut nous apprendre à faire du lasso, parce que on a essayé en fait, en gros on est trop nuls. Et elle me dit attendez, je vais vous trouver quelqu'un, ne vous en faites pas, je vais m'en occuper. 1 heure plus tard, il y a un mec qui débarque, genre cow-boy quoi, en mode vraiment cow-boy, les bottes, le truc par-dessus les cuisses, le chapeau, la totale. Et il rentre dedans et il ressort 2 minutes plus tard et il vient me voir et il me dit c'est vous qui vouliez apprendre à faire du lasso et tout. Je dis oui. Et là il me fait bonjour. Il me dit son nom, franchement je me souviens plus. Il me serre la main et puis il me dit oui. Du coup moi je suis un cow-boy. Je suis l'ex à la cuisinière. Et là je dis c'est marrant parce que il avait l'air d'avoir dans les 60 ans et elle avait l'air d'en avoir bien 20 je crois. Donc je dis c'est sympa, elle vous a appelé. Et tu me dis oui. Et il me dit ouais, j'avais pas grand chose à faire ce soir, du coup je suis venue de la ville, je sais plus quelle ville c'était, mais c'était à 1 heure de route quoi. Et du coup j'ai fait mais vous avez fait 1 heure de route pour venir? Il me dit ouais y a pas de problème, moi j'adore partager ma passion et tout. Et j'ai trouvé ça trop sympa. Du coup pendant 2 heures il nous a appris il a essayé de nous apprendre à faire du lasso. On a réussi 1 ou 2 fois, mais c'est super compliqué. Faut vraiment avoir le tour de main et tout. Mais le type vrai cowboy quoi, il a fait 1 heure de route aller et le soir il va sans doute faire 1 heure de route retour, juste parce que son ex, la cuisinière en gros, lui a demandé s'il pouvait venir apprendre à des gens qui sont au ranch à faire du lasso. Donc moi c'est vraiment quelque chose que j'ai trouvé ça trop sympa de leur part. Et il nous a rien demandé, il nous a pas demandé de l'argent ou de choses comme ça. Il est venu de son bon vouloir. Et on a passé vraiment une super soirée en fait à apprendre à faire du lasso. Ce que j'ai préféré dans son histoire, c'est que le mec, c'était l'ex de la cuisinière.
elle a 20 ans et le mec, il en a 60, quoi. C'est ce que j'ai compris. Le gars, genre, il a fait 1 heure de route, a priori, pour venir les voir, quoi. Alors qu'elle a juste demandé. Ouais, mais je pense qu'ici, en plus, c'est tellement pas beaucoup 1 heure de route au Texas. Tu sais, ici, à Houston, tu fais 1 heure de route, t'es encore dans Houston, donc. Ouais. Putain, c'est dingue. Mais c'est vrai que ça se fait beaucoup, ces trucs, ils appellent ça les dude ranch. Alors moi, j'y suis jamais allée, mais c'est assez touristique où justement, voilà, en gros, sur un week-end, c'est un peu le resort à la texane. Donc, on va t'apprendre à faire du lasso, tu vas faire du cheval, le soir c'est feu de camp, barbecue, les s'mores, etc. T'apprends à danser two-step. C'est un peu le folklore local, quoi. Ça donne quand même envie d'aller faire un petit tour. Ouais, j'aimerais bien quand on pourra retourner faire des choses avec des gens. J'aimerais bien faire un petit tour dans un dude ranch pour faire ça. C'est sympa, ouais, c'est clair. Dans une vie prochaine. Voilà. Ouais. En 2040, quand on sera déconfiné. Voilà. Oh, dis pas ça, horreur. Bon, mais en tout cas, les filles, un grand merci de vous être prêtées au jeu. J'ai adoré écouter vos histoires, ça m'a bien fait rire. Merci aux auditeurs et auditrices qui se sont prêtés au jeu aussi, on a bien rigolé. On a plusieurs petites morales à retenir. Je vous laisse en tirer les conclusions que vous voulez. Je voudrais demander un petit service à ceux qui nous ont écoutés jusqu'au bout. Si vous nous avez écoutés jusqu'au bout, c'est clairement que vous soutenez ce projet et on vous en remercie vraiment sincèrement. Est-ce que vous pourriez aller mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ? Vous pouvez le faire depuis votre téléphone, votre iPad, votre iPod, ou même si vous avez juste un Mac et que vous n'avez pas d'iPhone, vous pouvez aussi le faire. Et puis si possible, laissez un petit commentaire. Vous n'avez pas idée à quel point ça peut nous aider et aussi aider finalement d'autres expats qui sont déjà partis, d'autres qui sont peut-être en train de prévoir soit un retour, soit un départ vers l'étranger. Et donc voilà, ça se permet en fait vraiment au podcast de gagner en visibilité. Je vais jouer là sur la corde sensible. Oui, c'est la semaine de mon anniversaire et franchement, ça nous ferait tellement de bien et ce serait un super beau cadeau pour moi. Alors merci beaucoup. Plus que quelques semaines avant la reprise, on a hâte de vous retrouver. N'hésitez pas à parler du podcast autour de vous, à le partager. C'est vraiment le meilleur moyen de nous aider sur le long terme. Je vous souhaite à tous un excellent mois d'août. Et puis, on a hâte de vous retrouver en septembre. On a plein de surprises, donc soyez au rendez-vous. Et puis, rattrapez votre retard si vous en avez. Vous avez un peu de temps. Oui. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Bye bye. Bon été.